Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca. Hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo directe sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What a dang, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent sur choc.ca ou ceux qui nous écoutent via les applications Spreaker ou iTunes en différé. Étienne Boutier avec vous pour ce tout nouvel épisode du Cannes Football Club, épisode 353. Et je suis en compagnie de Julien Tardif. Salut Étienne, très content d'être là. Ça va bien, Julien? Yes, très bien, très heureux surtout d'être en présence d'une légende du Cannes Football Club maintenant. Oui, on va garder la surprise un petit peu plus là pour la fin. On a aussi avec nous Louan Schlitt. Bonjour. Ça va bien, Louan? Parle un petit peu plus proche du micro, là. M'excuse. Sans problème. Ça est en forme? Oui, toi? Oui, merci beaucoup. Et on a aussi avec nous l'autre membre du podcast des 90, Jérémy Trudel. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ouais, tranquille. Yes. Et on a avec nous, justement, une légende, un homme dont la réputation n'est plus à faire. On a avec nous... Wow, vous allez être déçus, la gang. Monsieur Milton Georges. moi, pendant un instant, je pensais que Sofiane allait se pointer. Non, malheureusement, mais on va faire ça avec toi pour cette semaine, mais okay. Je pense que ça va être très bien, là. On a avec nous Jérémy, c'est ta première présence au podcast du Cannes Football Club à Choc. Comment tu te sens? Mal excité, là. Ça, oui. Faudrait que ça apparaisse. Ça bon. Non, mais les dernières éditions étaient vraiment cool, puis je suis content de pouvoir participer. Yes, on est vraiment content de pouvoir t'avoir. Pourrais-tu nous parler un petit peu plus de toi, de ta passion, peut-être pour l'Impact de Montréal? Ça a commencé où, ça? Moi, je suis un fan récent, là, qu'on pourrait dire. J'ai commencé à aimer ça à la Ligue des champions. Le match que je me souviens le plus, c'est la finale contre America. C'est pas mal ce match-là qui m'a fait aimer l'Impact. Le reste de la saison 2015, j'ai pris des billets pour toutes les games avec mon père, puis maintenant j'ai des billets de saison avec mon père, mon frère, puis mon grand-père. Parfait, cool. Nelton, c'est ta première présence
le Choc 2.0 en fait, là, la nouvelle édition, nouvelle génération. Est-ce que tu es content de te retrouver parmi la relève? Ben oui, en plus les micros sont nouveaux, c'est spectaculaire. Oui. Les studios sont beaux. Puis ça va faire du bien de parler d'autre chose que Saphir Taider. Donc je suis vraiment content. Là. Effectivement. Avant de commencer l'émission, de débriefer cette défaite de l'Impact de Montréal par la marque de 2-1. J'ai juste quelques annonces à faire là. Je voudrais vous parler de Spreaker qui nous donne un bon coup de pouce pour l'année là. En fait, Spreaker qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit. Allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. De plus, il y a le tournoi de foot 5 au parc. Le tournoi organisé par Trop de Poutine, un tournoi féminin. Donc, si vous voulez plus de détails, ça va se passer le samedi 16 avril à partir de 13h. Donc, si vous voulez plus de détails, allez sur trotdepoutine.com. L'Impact a perdu, malheureusement, une défaite de 2-1 contre le Dynamo de Houston. Votre réaction à chaud, les gars, est-ce qu'on est déçus? Est-ce qu'on s'y attendait ou on... Bon, on est un peu déçus, c'est sûr, parce que bon, c'était le fun pour tout le monde, là, cette espèce de vague de positivisme qu'il y avait, là, Nilton pourra nous en parler. C'était quand même cool. Malheureusement, ça n'a pas duré tellement longtemps, une dizaine de jours. Après, oui, c'était un peu prévisible, là, on l'avait dit. Je pense que dans les 6 premiers matchs à l'étranger, si l'Impact était capable de sortir de là avec 7 à 10 points, ce serait une réussite. Donc, c'est encore accessible. Je pense que c'était sûr que l'Impact allait échapper des points là en début de saison. La manière est un peu décevante, mais de là à dire qu'il faut paniquer, je pense que ce serait un pas que je ne franchirais pas. Nilton? On a vu que, dans le fond, les joueurs, le staff, tout ça, je commence à croire de plus en plus que c'est des coquins qui nous lisent sur Twitter en cachette, qui écoutent les interventions radio aussi en cachette, parce que c'est pas une suffisance dans leur jeu, mais on a vu qu'il y avait un excès de confiance dans leur jeu. Ils ont essayé pas seulement de jouer comme la semaine d'avant, mais comme les 20 dernières minutes face à San Jose. Il y avait pratiquement aucune prise de risque. Ils étaient tranquilles avec la confiance de gagner coûte que coûte. C'est 3 points de perdu, pratiquement 1 point là, de perdu, mais cette défaite-là, je pense sincèrement que ça va leur faire du bien de retourner à la planche à dessin puis travailler avec leur force et pas nécessairement avec des qualités qu'ils n'ont pas. Luan? D'accord avec Julien Newton, c'était un mal pour un bien parce que avec la victoire à San José, on sentait un petit peu que dans le vibe Impact, on pensait déjà que les 6 matchs allaient quasiment devenir faciles à l'extérieur là, avec cette victoire. Donc perdre à Houston, ça peut juste faire du bien. En plus, sans la manière. Donc, en plus, faut des ajustements dans le jeu. Donc, ce mélange-là va faire que l'Impact va devoir travailler dur pour le match à Orlando. Ça peut juste être bon pour le reste de la saison. Jay? Moi, je pense que je vais m'en tenir un peu à ce que Rémi Garde a dit. Il a dit, j'étais pas particulièrement hypé par le match de il y a 2 semaines et j'étais pas particulièrement déçu du match de cette semaine. Les 2 matchs, dans la manière de jouer, l'Impact, c'est quand même ressemblé. Je pense que la statistique qui était sortie, c'est au total des 2 matchs, c'est 4 tirs cadrés pour l'Impact, dont 3 buts. Donc, côté efficacité, on est très, très, très haut. J'ai envie de dire quasiment trop haut. 4 tirs cadrés, c'est vraiment pas assez pour une équipe qui aspire à une place en série, surtout en 2 matchs. Donc, c'est sûr que c'est décevant, mais ça permet au groupe de rester focus puis de travailler plus fort comme les autres l'ont déjà dit. Ah, effectivement. Pour rappeler le pointage, là, ça s'est terminé par la marque de 2-1 pour Houston. Un but de Saphir Taider. Je voulais pas qu'on en parle, mais quel homme. On est malheureusement obligé. Saphir Taider, 34e minute. La réplique est venue pas très longtemps après. 1 petite minute, 2 minutes en fait, à la 36e minute, Rodriguez qui s'en va marquer sur une superbe frappe. Et le but gagnant crève-cœur de Manotas à la 86e minute qui a coulé l'Impact et qui lui a fait perdre ce point qu'on espérait, je crois, là, mais malheureusement, on s'en va à Orlando avec une défaite. Une victoire, une défaite, ce qui est quand même pas si pire là, en ce début de saison.
On va y aller avec nos évaluations du Cannes Football Club, les évaluations qu'on connaît bien. Donc, le Saputo d'or qui est pour la performance top, le Trou de Poutine pour la performance bof et le joueur d'un point pour le what the fuck. On va commencer chacun notre tour avec le Saputo d'or et Nilton. Je te laisse la parole. Ah oui, tout de suite avec moi. Bon, oui. Le Saputo d'or, oui, j'ai aimé Victor Cabrera, mais ça c'est l'évidence. Je vais essayer d'aller vers quelqu'un d'autre là que j'ai quand même aimé dans ses qualités qui sont limitées, c'est Azira. Azira fait un travail qui est pratiquement pas censé faire. C'est un milieu défensif qui joue plus haut que sa position naturelle. Oui, il joue très simple. C'est pas compliqué ce qu'il essaye de faire. Il est pas là pour briser des lignes. Il est pas là pour tenter des passes pour vraiment des passes clés, mais il permet la possession du ballon. Ça fait du bien au club. Il compense beaucoup sur le côté droit qui peut être négligé, qui avait été très négligé par Orji Okongo, un peu moins par Mathieu Chouanière. J'ai vraiment hâte de le voir combiner avec Novilo pour voir si ce qu'on a vu pendant le camp d'entraînement peut être répliqué pendant la saison régulière. Loan? Ben, moi, mon Saputo d'or, c'est Cabrera. Pour sa performance et faire mon mea culpa un peu du dernier match face à San José, parce que j'avais donné mon trou de poutine dans mon évaluation. Ça fait une belle moyenne. Ouais, c'est aussi pour ça, mais tout ou rien, Cabrera. C'est ça. Donc, il a fait un bon match, là. Il a été complet. Je pense que comparé à son match face à San José, c'est qu'il a peut-être pas fait l'erreur que il a fait sur le but de San José, même s'il n'y a pas juste lui sur le but de San José qui fait une erreur, là. C'est faut le dire, c'est ça. C'est une erreur collective, mais on en tient compte un peu à Cabrera. Il est peut-être en retard sur le deuxième but de Houston, mais il essaye de compenser. C'est là, ça. exact. Il compense que Sagna est un petit peu à la rue défensivement, donc on peut pas lui en vouloir non plus, mais pour le reste, il a vraiment été solide 90 minutes. Effectivement. Jérémy? Moi, je vais y aller avec Mathieu Chouanière pour mon Saputo d'or parce que ça a été le joueur qui a créé le plus de danger overall pendant le match et de loin. Piatti était clairement pas en jambes. On va revenir sûrement tantôt. En jambes ou neutralisé? Sûrement un peu des deux. Je pense quand même que Piatti, dans un bon match, peu importe comment tu joues contre lui, il va réussir à créer au moins une occasion. Urruti, c'est le Giroud de l'Impact. Hein. Il est bon défensivement, mais offensivement, c'est compliqué. Un choc! Wow! Ça m'a pris 2 secondes. Il parle-tu vraiment d'Olivier Giroud? Oh, oui! Il l'a fait. 12e minute. Sinon, Okonkwo, il a été pas mal invisible ou pas assez tranchant quand il y avait des occasions. Donc ouais, Mathieu Chouanière qui a su armer notamment une frappe qui était bien placée, bien dangereuse. Beaucoup de travail défensif, beaucoup de travail en combinaison aussi avec Azira. Donc j'ai bien aimé, puis je pense que tout dépendant de la forme de Novilo, il pourrait s'être gagné une place de partant pour le match à Orlando. Ouais, on va y revenir un petit peu plus tard en fait dans l'émission. Julien? Ben c'est tous de très bons points. Moi je suis allé un petit peu par défaut là avec Safir Taider, un peu pour faire plaisir à Sofiane, mais beaucoup parce que il marque pour un deuxième match de suite. Jérémy l'a dit tantôt là, oui, il a été opportuniste, on pourrait dire là, il y a eu comme une seule occasion, il l'a mis au fond. C'est pas le Taider qu'on voyait l'an dernier, en fait, qui ratait beaucoup d'occasions, qui avait de la misère avec cette dernière touche là pour mettre le ballon au fond. Donc si cette saison il est capable d'accumuler les buts ou même les passes décisives, je pense que ça va juste être bénéfique à l'Impact. Après, c'est pas un grand match de Taider là, je pense que ce l'est pour personne du côté de l'Impact. Il a été forcé à être beaucoup impliqué dans le jeu parce que, comme on a dit un peu là, Okonkwo, ça passait pas vraiment. Puis le jeu de l'Impact, c'est comme automatiquement redirigé vers la gauche. Là. Donc lui, Piatti, Lovitz ont été beaucoup impliqués, mais ils ont pas réussi à en faire grand-chose. Comme je disais, là, c'est un peu par défaut parce qu'à la fin, moi, je pense que mon vrai Saputo d'or pour ce match-là, c'est Memo Rodriguez, là, le jeune joueur de Houston, pour vrai, qui vient du centre de formation, qui s'est imposé dans l'alignement, qui a marqué un superbe but, mais bon, on va s'en tenir à l'Impact. Là. On n'a pas le droit de faire avec Taider, Julien qui veut briser les règles. Bon, fini pour le positivisme. On va y aller avec un petit peu plus de négatif. Donc, le trou de poutine, la performance bof de la semaine, Nilton. Ouais, c'est probablement le trio offensif au grand complet, là. Qui choisir, là? Oui, Orji paraît mal parce qu'il sort à la 45e minute, mais c'est par défaut un peu qu'il sort à la 45e minute parce que on n'ose pas sortir Piatti, ce serait un drame, là. Urruti aussi, ce serait un drame après seulement 2 matchs, mais il va falloir que Urruti, je vais y aller pour Urruti parce que à l'argent qu'on met pour un avant-centre,
c'est pas seulement le fait de marquer des buts, il faut qu'il contribue à créer du danger offensif, se limiter au travail de récupération et au pivot, ça on peut avoir ça pour 500 000 $. Quand on dépasse 1,2 million sur un avant-centre, il faut qu'il fasse d'autres choses, il faut que ça soit l'alternative à Piatti quand Piatti est pas en jambes. J'ai hâte de voir la fameuse chimie qu'on promettait avec Piatti. Oui, je suis d'accord avec toi, Nelton, là-dessus. Luan? Moi, je vais avec Piatti. Pas forcément parce que offensivement ça a été plus difficile, mais surtout parce qu'il a pas fait les replis défensifs qu'il faisait à San José, et ça a mis dans le trouble ses coéquipiers dans le couloir, parce que face à San José, ce qui aidait beaucoup Lovitz puis Taider, c'est que Piatti redescendait bas chercher des ballons, mais là il le faisait pas, ce qui libérait quand même un gros trou. Et aussi Tropoutine sur son dégagement pour le premier but là, c'est quand même lui qui dégage ça n'importe comment dans la surface, donc ce qui amène à la frappe et au dépositionnement de ses coéquipiers. Donc pour toutes ces raisons, pour moi c'est le Tropoutine du match. Rémi? Moi je vais y aller avec pas nécessairement le moins bon joueur du match, mais le joueur qui a été en dessous de son niveau, puis c'est Bakary Sagna. J'ai trouvé qu'il était absolument invisible, autant défensivement qu'offensivement, notamment sur le deuxième but, il se fait avoir par j'ai un blanc sur qui a fait la passe décisive, mais il réussit à passer outre Bakary Sagna. D'habitude, Sagna est capable de bonnes projections, d'une bonne chimie avec Azira, ce qu'on n'a pas du tout vu, même si le jeu était très orienté à gauche, mais je m'attends quand même à un gars qui touche à 700 000, Sagna. On doit attendre plus d'un gars comme ça. Il doit être décisif sur son aile, autant offensivement que défensivement, puis on l'a pas assez vu, il a pas assez pesé sur le match. Julien? Ouais, assez d'accord avec tout le monde, mais surtout avec Nilton. Je pense que pour moi, c'était assez clairement Routy dans ce match-là, le trop de Poutine. On en a parlé tantôt, là, on a vanté, peut-être un peu par excès de positivisme, là, mais après le premier match, tout son travail défensif, puis le fait qu'il courait beaucoup, un peu à la America, ça a moins pesé dans ce match-là, beaucoup moins, puis il a manqué d'implication dans le match. Je pense que l'Impact aurait eu besoin là, d'un Routy qui est capable de garder le ballon, puis de l'amener même plus haut dans la surface de Houston. Puis même là, je commence à avoir peur un peu là que ma prédiction non, ça je pense que je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'il pourrait trouver le moyen d'être utile à l'Impact, même s'il marque pas 10 buts. Mais t'as évoqué tantôt son salaire là, j'ai l'impression que s'il est pas capable de créer cette chimie là avec Piatti puis de s'imposer dans le 11 partant de l'Impact, son salaire va souvent revenir dans les discussions, puis c'est un fait que l'Impact pourrait se passer cette saison. Ben, ça va dépendre parce que tout le jeu collectif offensif était basé sur la présence de Novilo. Puis Novilo, c'est pas pour rien que Vincent Détouche a sorti son pari PG-18 de 10 buts sur Novilo. C'est parce qu'il voyait que oui, Urruti, c'est un avant-centre, mais c'est quelqu'un qui combine avec les autres, il pourrait terminer si tout se passe bien, Novilo pourrait être le deuxième marqueur de l'équipe après Piatti, parce que il devient comme une espèce de milieu offensif au Routy, puis c'est lui qui distribue les ballons. Et là, il a pas tout à fait ça là, comme principe de jeu. Il vient à la récupération, il donne une passe facile, comme s'il était un milieu défensif un peu. Après, il disparaît dans le collectif offensif. Il y a au moins 2 occasions, je me souviens, où le ballon est centré et Urruti est loin, là, il est loin d'être dans la boîte, il est pas au premier poteau, il est comme entre deux zones, on sait pas trop, c'est comme s'il attendait un deuxième ballon. On recherche quelqu'un avec un flair de finisher. Et je pense qu'on va être déçu de match en match. Je pense qu'on cherche encore. Ouais. Je pense que c'est peut-être pas l'homme de la situation dans ce qu'on recherche peut-être là, comme profil à l'Impact, ou peut-être qu'il fait pas encore bien le boulot. Le retour de Novio va sûrement aider quelque chose. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Si c'est sérieux, est-ce qu'on sait s'il va être là contre Orlando? Ou... Ben, il paraît qu'il s'est entraîné là, aujourd'hui. Okay. Régulièrement, ouais. Ouais, exact. Bon, mais ça va faire c'est pas sûr bien. s'il va pouvoir commencer, mais il devrait être là au moins dans les 18. Parfait. On va poursuivre avec le j'ai l'air d'un foin. Pour le moment, what the fuck du match. Donc, je vous laisse carte blanche là-dessus, là, Nelton. Ben, j'en avais parlé un peu pendant le match. Moi, c'est la réalisation télévision de MLS est hasardeuse. C'est poli. Amatrice. Là, c'était une coche. Là, on se sentait en match pré-saison sur YouTube, USL, une seule caméra. Quand tu joues à FIFA puis tu veux tout voir, là, c'était la meilleure option, mais pas pour un match. Là. S'il vous plaît, upgrade la réalisation. Ah, c'est déficient depuis déjà quelques
années. Là, on se retrouve avec des matchs des fois à l'extérieur, puis c'est hallucinant. Là. Une chance qu'on connaît nos joueurs. Oui. Luan? Moi, c'est la foule. Parce que laquelle? Celle qui est partie après le match contre les Mexicains. J'ai rien à dire, t'as volé. Excuse-moi. Ouais, c'est... Il y a pas beaucoup de monde. Hein? Non, malheureusement. Je sais pas où ils sont situés géographiquement. Chicago, par exemple, leur stade est loin, c'est un problème. Philadelphie aussi, ils sont un peu loin. Là, c'est à Chester, c'est un quartier un peu bizarre, mais la foule est quand même là. Houston, je sais pas par rapport au centre-ville si c'est un problème ou pas, mais... Houston, on parle quand même d'une grosse agglomération aux States. Là, c'est quoi, genre la 3-4e oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a un club. Là. Même en banlieue, je pense que t'es supposé être capable de, même si c'est pas rempli, de mettre 10 000 personnes. C'est peut-être parce que l'Impact attire pas. Ouais, on n'a pas assez de stars. Le stade de Houston là, me semble pas mal proche de Downtown Houston. Donc au centre-ville. Ils n'ont même pas d'excuses. Ouais, mais tout ça va changer avec une 3e équipe au Texas. Oui. Exact. C'est logique. Oui. Jérémy? Ouais, moi je vais donner mon Gérard de Foin à la Cigale qui jouait dans le micro terrain tout le match. On entendait juste ça, c'était insupportable. Oui, il y avait la trompette aussi. Ouais, la trompette qui jouait sur cassette 32 tours et qu'il fallait qu'il reboot à toutes les 15 minutes. Ouais, des fois les micros sont tout le temps bien placés. Je sais pas là, je déborde un peu là, mais hier sur deux ondes le match Juventus contre l'Atlético Madrid, là, il y avait un micro qui était très proche d'un appareil photo. Ah et oui, à chaque fois qu'il y avait un tir. On voit que maintenant être photographe c'est pas nécessairement un art, c'est juste le bon bouton puis tu sélectionnes après. Exact. Ouais, c'était beau. Julien? Ben moi je voulais aussi évidemment parler de la foule là, mais sinon je l'ai juste mentionné en passant. J'ai l'air d'un fou un peu de tout le monde la semaine dernière, dont moi-même en fait j'en fais partie, qui parlait d'à quel point le Dynamo serait fatigué parce qu'ils ont joué en milieu de semaine puis qu'ils ont joué en Ligue des Champions. Alors qu'on est au début de la saison, les joueurs ont 5-6 matchs dans les jambes, ils peuvent pas être tellement fatigués de 1, puis de 2, c'est peut-être même un avantage là, de jouer contre une équipe comme Tigresse qui a un haut niveau, puis de perdre 2-0, mais de quand même tenir le jeu avec eux. Après, t'arrives devant l'Impact de Montréal, ça fait un peu moins peur, puis ça peut donner confiance. Je pense qu'il faudra arrêter des fois avec cette histoire de à chaque fatigue, fois, c'est un résultat accessible. On oublie qu'on a perdu 7 fois sur 8 là-bas, mais c'est accessible. Là, on s'en va à Orlando, c'est censé être accessible. Ils ont 2 matchs nuls, ils ont pas perdu, ils vont à la maison. Mais on aime beaucoup notre équipe. Non, évidemment, mais en tout cas, je pense que puis je me le dis aussi pour moi-même là, mais faut arrêter avec cette histoire-là de fatigue, je pense que Come to the dark side. Je m'en viens. Effectivement, non, je suis d'accord avec toi. Je pense, je sais pas si je l'avais dit la semaine dernière, mais faut vraiment qu'on arrête de prendre les équipes à la légère pour ça. Là. Il y a des joueurs c'est des professionnels là, qui sont en shape, là, sont capables d'aligner 90 minutes. Memo Rodriguez, il est titulaire à Montréal semaine après semaine. Ah non, c'est clair. Championnat canadien et tout. Là. On va poursuivre avec les ben oui, ben non. Les ben oui, ben non, c'est les débats. Et puis, on vous demande un avis tranché. Il n'y a pas de je sais pas, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de ben oui, mais ou de ben non, mais. C'est ben oui ou ben non. Donc, on a plusieurs questions. L'Impact a réellement bien joué qu'à San Jose. Ben oui, ben non, Nilton. On commence toujours avec moi, j'ai aucune chance. Ben non, c'est pratiquement le même match. La seule différence, c'est l'efficacité. Piatti avait réussi un dribble, là, il l'a pas reçu. Il a pas réussi, je veux dire. Il y a pas d'amélioration encore au niveau créativité, là, je me répète, là, mais tant qu'on règle pas cet enjeu-là, on va avoir tout le temps des résultats un petit peu au coup de dé, là. Donc, ben non, c'était le même match tant qu'à moi. Luan? Ben oui, parce que le jeu, contrairement à face à San Jose, il était au ralenti. Pour moi, c'est vraiment ce qui a fait changement, c'est que les passes changer d'aile, c'était long. Les transitions, c'était long aussi. La création offensive était quasiment inexistante, parce que face à San Jose, on arrivait quand même à trouver nos joueurs, à créer des jeux. Ça portait pas toujours ses fruits, mais on arrivait quand même à créer quelque chose. Là, c'était vraiment compliqué. On a marqué vraiment notre but n'importe comment sur un retour de coup de pied arrêté, où on renvoie ça dans la zone, puis il y a Tyler qui est chanceux d'être deuxième tout seul, qui finit bien, ça, faut le dire, mais contrairement à San Jose, je trouve que le jeu était quand même plus plate à voir parce que c'était plus long, il y avait moins d'énergie, on sentait les joueurs fatigués. C'était compliqué. Il y a eu un aspect, l'arrivée de Chouanière aussi a fait qu'il y a eu une espèce de mésentente où la chimie entre Sagna, Azira et Chouanière là, qui pognait pas. Peut-être quelque chose qui était peut-être un peu plus efficace là, la semaine d'avant contre San Jose. Mais c'est des pistes de solutions, là, Jérémy?
Moi, je vais y aller avec un ben non aussi parce que je suis d'accord avec Nilton. Dans la qualité de jeu, c'était énormément ressemblant à San Jose. Oui, le résultat est différent, mais dans la qualité de jeu, ça se ressemblait. Je pense qu'il y a du positif à retenir d'un match à San Jose. Il y a du positif aussi à retenir de ce match-là, notamment le travail défensif. On n'a quand même pas donné des grosses occasions à Houston. Puis je pense qu'une équipe qui aurait plus de facilité à conserver le ballon puis à en faire quelque chose d'intéressant a les moyens de gagner un match comme ça. Mais non, pour le moment, dans les faits, le jeu était pas plus beau à San Jose qu'à Houston. Julien? Moi, je veux dire, ben oui, comme Lohan. Je pense que si on fait abstraction des 20 dernières minutes à San Jose, quand même, l'Impact, là, c'était pas un match extraordinaire, mais c'était quand même une équipe qu'on sentait plus soudée, plus solide, plus compacte, qui était capable de trouver les espaces, de trouver la première option, puis de surtout mettre relativement le pied sur le ballon là, avant la fin du match. Je pense qu'à Houston, un peu comme Lohan a dit, on dirait que c'était au ralenti. On dirait qu'il faisait 60 degrets, puis il aurait fallu prendre une pause hydratation. Il y avait faire chaud, hein? Ouais, exact. Pour les joueurs de l'Impact. Et ils nous l'ont dit souvent, là. Il y avait chaud, là. Puis aussi, je pense que Nilton en a fait mention tantôt, là, peut-être que l'Impact était un peu trop confiant. C'est peut-être aussi ce qui explique, là, qu'après le but de Taider, même si l'Impact méritait pas de mener, il y a eu un relâchement, là, même de la part de Piatti, qui a complètement raté son dégagement, puis après, bon, une comédie d'erreurs qui mène à l'égalisation. Fait que non, je pense que, sans dire que l'Impact a très bien joué à San Jose, ils ont quand même moins bien joué à Houston. Effectivement. Je veux qu'on parle de certains joueurs sur lesquels on a des questionnements. Si on tient pas compte que Novio revient, est-ce que Okonkwo a perdu sa place de titulaire? Et puis là, je commencerai pas par Nilton, je vais y aller avec Luan. Ben non. Parce que Okonkwo reste un profil intéressant en MLS, puis plus de temps qu'il va passer à faire des entraînements avec l'équipe, plus qu'il va y avoir une cohésion avec Sagna, Azira. Puis j'ai quand même l'impression que Okonkwo peut amener quelque chose d'intéressant dans le jeu par sa force physique, par son accélération. Genre, il a déjà montré que des efforts solitaires, il est capable de le faire, il peut faire la différence. Maintenant, s'il arrive à trouver vraiment quelque chose, une chimie avec Urruti pour lui donner des meilleurs ballons et à trouver ce petit plus offensif, il peut être dangereux. Après, si en pratique, on voit que ça s'améliore pas et qu'il nous donne le même genre de match que les deux premiers, ce serait ben oui, il a perdu sa place de titulaire. Moi, je vais y aller avec ben non, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Moi, je dirais que c'est Choignard qui a gagné sa place plus que Okonkwo qui l'a perdu. Oui, Okonkwo a manqué de tranchant, il a pas réussi à être décisif sur les ballons qu'on lui a donnés, mais depuis le camp d'entraînement, Choignard est particulièrement bon. Il montre qu'il a de l'envie de jouer, il montre qu'il est bon techniquement, qu'il est capable de combiner, qu'il a une bonne vision du jeu. Puis ça, c'est des qualités que Garde apprécie particulièrement. Notamment avec Jackson, on voit que Choignard il a déjà des connaissances avec lui, il sait quand le chercher, c'est arrivé plusieurs fois en fin de match. Puis on voit qu'il y a vraiment, dans mes yeux en tout cas, plus d'envie d'être décisif qu'Okonkwo, et Garde toujours prévalu les joueurs qui avaient de l'envie par rapport à ceux qui en avaient pas. Et ben pour moi, c'est là que Choignard a fait sa place et que Okonkwo ne l'a pas perdu, mais il a seulement été moins bon qu'un autre joueur, mais c'est plus Choignard qui a gagné que Okonkwo qui a perdu. Julien? Moi, je pense que oui. Je pense qu'Okonkwo a des habilités pour être un joueur dominant en MLS. Je pense juste que avec le système de garde qui est en train d'implanter, qui s'est vraiment bâti là, sur la dernière saison et celle-ci, je pense qu'Okonkwo a pas encore tout à fait les repères pour être efficace. On l'a un peu moins vu à San Jose contre une équipe qui était peut-être moins bien organisée, mais contre Houston, on a vu qu'Okonkwo s'est souvent retrouvé un peu isolé. Il y a la vitesse, la force physique, puis même la technique pour battre un joueur à 1 contre 1. Mais je pense qu'actuellement là, ces talents-là ne servent pas nécessairement l'Impact. D'ailleurs, on a su aussi que ça aurait été Clément Bahia qui aurait commencé le match à San Jose n'eût été de sa blessure. Je pense que Bahia là, revient dans le groupe. Je pense que Choignard est une belle option aussi, Novilo. Donc je pense qu'Okonkwo, pour le moment, peut être un joueur plus utile en sortant du banc, en amenant une nouvelle énergie que comme titulaire. Mais Rémi Garde, souvent, il utilise le principe du mérite pour décider son 11 partant. Une caractéristique qu'on voit de Choignard, c'est quand il est rentré sur le terrain, parce qu'on peut pas voir lors des entraînements. Souvent, c'est lors des entraînements qu'il décide si un joueur mérite sa place ou pas. Mais au moins, ce qu'il a déjà dit, puis ça concernait Jackson Hamel, c'est si tu gagnes pas ta place en entraînement, quand je te rentre, peu importe les minutes que tu me donnes, tu dois prouver
que ta place est là dans ce 11 partant-là. Je crois que Choignard le fait, là. Il y a eu le premier flash à San Jose, et encore plus, là, en 45 minutes, il a été beaucoup plus dangereux, peut-être un peu plus fou que Roger Congo, mais il a été plus dangereux. Et il faut pas oublier aussi que Novilo, c'est sûr qu'il va obtenir des minutes. Donc, quel genre de si tu commences le match avec Orgeo Congo à droite et tu viens avec Novilo, le clash est moins gros, là. C'est un peu le même style athlétique, disons. Mm-hmm. Si tu commences le match puis que tu demandes à Choignard de donner un bon 60 minutes et que tu arrives avec un 30 minutes de Novilo, parce qu'il peut probablement pas en te donner plus, t'as déjà plus de chances de déstabiliser l'équipe adverse avec un style différent. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment Rémi Garde va utiliser Mathieu dans cette saison. Est-ce qu'il va être tenté de temps en temps de le mettre un peu plus axial, même s'il semble pas avoir le gabarit pour, mais il a jamais eu l'air très très fou dans ses duels à 1 contre 1. Donc ouais, selon moi, il a perdu sa place de titulaire, puis comme tu disais, Jérémy, c'était pas mal par défaut de toute façon cette place-là de titulaire. Mais je me permettrais, les gars, j'ai eu une petite réflexion pendant le match, justement parce que j'ai trouvé que Urruti était un peu inutile dans ce match-là. Est-ce que... Wow! C'est à moi, c'est bien. Mais est-ce qu'un gars comme Okonkwo, je sais, il a pas l'air d'avoir un énorme finish, là, éventuellement, oui. Mais éventuellement, est-ce que ça vaudrait pas la peine de l'essayer au moins de mi-temps ou pour donner un peu d'énergie en pointe? Ouais, mais ça serait toute une claque à Jackson. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais Jackson, il va se blesser quelque part dans la saison, on le sait, là. Il va sortir, il va glisser au club, puis il va se ramasser blessé, là. Il est rentré comme... Wow! Mais pendant le match face à Houston, Urruti puis Okonkwo, ils ont switché à un moment donné. Ouais. Ben, j'ai trouvé Okonkwo plus intéressant. C'était contre Houston ou contre San Jose? C'était Houston, hein? Ouais. En première période, fin de première période à peu près. Là, Bref, Urruti, il est bon quand il est pas avançant. Quand il donc c'est un milieu offensif. Il est bon pour dézonner. Ouais. Mais je pense qu'Urruti, c'est quand même plus un gars qui serait à l'aise dans un 4-4-2 avec un autre attaquant. Ouais, mais on en mangerait toute une claque au milieu du terrain. On n'a pas les milieux de terrain pour ça, là. Non, c'est sûr, mais je parle dans une si hypothèse. On avait 2 autres milieux de terrain, si on avait 2 autres alliés. Ouais, si avec des si on est champion mais vite, là, mais ça reste qu'on n'aura jamais le plein rendement d'Urruti. Je vais essayer de me calmer. C'est quand même une aberration que après un mois, pas mal tout le monde est convaincu du profil de Maxi Urruti. Maintenant, on le connaît. Comment ça se fait qu'on est allé le chercher comme pointe? Si on sait que c'est pas nécessairement ce qu'on a besoin, c'est un peu bizarre. Mais je suis pas sûr qu'on sait que c'est nécessairement pas ce qu'on a besoin. Tu sais, au début, justement, dans le camp d'entraînement, quand tout le monde s'excitait un peu, on parlait d'à quel point Urruti s'insérait bien dans le système de garde, puis c'était le type d'attaquant que garde aime. Je pense que mais c'est vague, ça, comme c'est très vague. Mais je pense que si t'as Piatti et Novio, par contre, qui, bon, à gauche, à droite, sont capables de finir les actions, puis son buteur, je pense que là, Urruti, son style de jeu prend tout son sens là, dans le style de l'Impact. C'est juste que là, il y avait comme rien qui se passait à droite, Piatti était pas dans son match, fait Urruti devient totalement inutile. Je pense qu'il va y avoir des matchs où on va parler ici le mercredi, puis on va se dire à quel point Urruti est donc bon, puis à quel point l'Impact a bien fait d'aller le chercher, mais pas pour le moment. Moi, je vous pose une question sur Okonkwo, et puis on parle de Choignard, de Urruti. C'est parfait comme ça. J'aurais pas dû venir. Non, c'est le point Nilton. Toute conversation suffisamment longue finira par Urruti. Ça, c'est avec Nilton. Parce que j'ai un autre joueur dont pour quelqu'un toutes les conversations finissent par ce joueur-ci. Là, c'est bien parti pour lui, mais est-ce que Tyler va réussir à avoir une meilleure saison statistiquement parlant? Donc, peux-tu nous rappeler c'était quoi ses chiffres? Tu le sais-tu par cœur? Je vais essayer de vous trouver c'est ça. C'est quoi un 7 buts? 8 buts, une dizaine de passes. 10 passes? Ce serait qu'est-ce que... Le marqueur, c'était Sofiane pour les matchs à domicile? Doublait les stats à chaque fois. Là, je suis en train de vous chercher ça, mais juste Loan, là, je te laisse commencer. Je dirais que oui, parce que maintenant il connaît la ligue, il s'est peut-être plus inséré dans la chimie de l'équipe, fait qu'il va peut-être prendre une plus grosse place. Vas-y. C'est 7 buts, 8 passes. 7 buts, 8 passes. Quand même. On était proche quand même. Pas mal. Mais c'est ça, comme là, je pense qu'il va être plus inséré dans la chimie, avec Urruti qui va dézonner et tout ça, et lui va peut-être monter d'un cran aussi, et je risque de voir un Tyler plus jouer comme à la Dzemaili. Je sais qu'on compare souvent. Je sais que c'est pas le même style de joueur, mais je veux dire, je pense que cette année, il va prendre plus ce genre de rôle-là
qu'on voyait avec Dzemaili, que par exemple l'an passé, vraiment à 8. Là, on va vraiment le voir à un 8 plus avancé, qui va essayer de contribuer plus offensivement. Oui, il joue beaucoup plus haut que l'an dernier aussi. Je pense aussi qu'il va laisser les clés du reste du milieu à Piet puis à Azira. Comme Azira a fait ses preuves, on a bien beau toujours dire qu'il faut peut-être un autre milieu de qualité, mais on peut pas vraiment enlever quelque chose à Azira ces temps-ci, et il montre très bien qu'avec Piet ça marche défensivement, fait que ça libère aussi un peu Taider qui peut faire ses folies offensives. Alors pour ce qu'on a eu pour là, Azira, il fait un très très beau boulot. Jérémy? Mais honnêtement, oui, il a joué plus haut Taider dans les 2 derniers matchs, mais je l'ai pas trouvé meilleur que la saison dernière. Ouais, il a marqué 2 beaux buts, mais il rate une occasion flagrante à San Jose. Puis ça, Taider, il va continuer à en rater des occasions. C'est pas un buteur, c'est pas un Dzemaili, c'est pas un attaquant, un Piatti qui va mettre une occasion. C'est déjà mieux que Bernardello. Oui, non, mais c'est... On le ramène dessus, Bernardello. Comment il va? Hernan. Ouais, mais j'ai trouvé que défensivement, il a été décevant pour moi depuis le début de la saison. Il a gratté beaucoup moins de ballons qu'on l'a vu la saison dernière. Il a été beaucoup moins habile en pression, un peu moins habile aussi en protection de balle, qu'on avait besoin qu'il garde des ballons, que ce soit à 1-1 contre Houston ou à 2-1 contre San Jose. Fait que pour moi, oui, Taider est sur une bonne lancée, mais on va avoir besoin d'un meilleur travail défensif de sa part si on veut, s'il veut connaître une meilleure saison au-delà des statistiques. Julien? Je pense que oui aussi, parce que justement là, il semble avoir cette volonté-là de s'impliquer plus offensivement, surtout là dans le schéma qu'utilise Rémi Garde, il penche vraiment vers la gauche, donc on va souvent le voir combiner avec Piatti, dédoubler avec Piatti, avec Lovitz, qui pourrait lui amener là son lot de passes décisives. Après, je pense qu'il va falloir justement que l'Impact soit également capable d'attaquer et de construire par la droite, ce qui va permettre, là, je pense, d'enlever un peu de pression au côté gauche de l'alignement. Si l'Impact continue comme ça a été le cas à Houston, ils vont être trop prévisibles, puis ça va être facile pour les autres équipes là, moindrement organisées de contrer Piatti, Taider et Lovitz. Mais je pense que oui, là, après tu nous dis ses stats, puis je pense que ça pourrait ressembler un peu à ça, mais il va être plus impliqué, je pense, dans la construction. L'année passée, à moi je me trompe, ça a pris quelques matchs avant qu'il marque un but, là. Ça a dû prendre de 5-6 C'est pas Atlanta le premier match? Non, il avait marqué le but gagnant à Seattle, la seule victoire de l'Impact. Non, c'est Vargas. OK. C'est Vargas, celui-là. Ouais, je pense que ça, c'est Vargas. Arrêtez, là. Jérémy a l'air sûr. Il est loin, là. Son premier but, c'est à Atlanta. Mais là, il est sur le même rythme que la fin de la saison dernière. Mais ce qui est drôle, ce qui se passe souvent avec l'Impact de Montréal au milieu de terrain, c'est comme une prise de conscience, comme Dzemaili, ça a été moins long, il a pris 2 matchs pour se décider. Ben, vous savez quoi, le milieu de terrain, en avant, c'est pas très bon, donc je vais y aller moi aussi. Mais Blairim a fait ça, il a complètement délaissé le milieu de terrain après 2-3 matchs à l'Impact de Montréal. Et là, cette saison, dans les positions moyennes, c'est Taider qui est positionné le plus haut dans ce 11-là. Donc, qu'on gagne en offensive, on le perd, comme tu as dit, Louane, on le perd en défensive. Mais heureusement, il y a Azira qui est là pour compenser un peu, qui vient aider Piet. Et oui, on le sait, le Nacho Piatti choisit aussi avec qui joue le ballon. Hein. Il a confiance maintenant en Saphir, donc on le voit beaucoup combiner. Mais il faut faire attention, son taux d'efficacité là est très très haut. Il va en manquer, là, comme il a manqué à San Jose. Je suis même surpris qu'il ait réussi ce tir-là. Je suis convaincu, si on le réessaye 10 fois, il n'y a pas 5 buts. Ouais. Donc oui, il est sur une bonne séquence, mais tout ce qui est en haut de 7-8 buts, c'est du bonus. Mais Taider est pas juste là pour marquer des buts, il est là pour créer, pour avoir de la possession de balle, puis ça, il le délaisse un peu. Mais bon, on l'aime, Saphir. Oui, il est sympathique. Voilà. Donc, voilà. On va poursuivre avec le dernier, ben oui, ben non. Pour cette semaine, je veux qu'on parle de Diallo qu'on a tant vanté, que Saguenay a tant vanté, que les médias, on a tant parlé de Zacharias probablement Diallo. Le meilleur. Il y a eu un débat de 30 minutes sur Twitter entre probable et peut-être. Oui, mais une semaine plus tard, c'est pas vraiment. C'est important les mots. Oui, il faut vraiment faire attention. Donc ben oui, ben non, Diallo a joué un mauvais match et je commence par Jérémy. Ben non, parce que pour moi, ce qu'on retient, ce que le monde reproche beaucoup à Diallo, c'est ses passes imprécises. Le problème, pourquoi Diallo faisait des passes imprécises, c'est que le bloc au complet était
archi nul dans la création du jeu. Toutes les phases offensives, ça partait Bush qui passait à Diallo. Diallo oriente le jeu, ça passe à Piet, ça passe à Zira, ça passe à Sagna, pas de place, on revient, puis on fait ça pendant 1 minute. Après 1 minute, Diallo se retrouve à la même place avec le ballon dans ses pieds. Il se dit quoi, je vais la redonner pour qu'on fasse rien? Ben non, il essaye une longue passe, il essaye de donner à Taider, à je sais pas qui. Puis c'est entre guillemets normal que les joueurs, quand ils voient que leur bloc arrive pas à percer celui de l'autre équipe, qui tentent quelque chose de plus difficile. Puis Diallo, on sait qu'il aime ça jouer au ballon, donc il va les tenter, ces espèces de passes-là. Il a pas été en réussite dans ce match-là, mais il suffisait qu'il en réussisse une, que whatever marque un but, puis on aurait dit wow, Diallo, on devrait le faire jouer milieu offensif tellement il fait des bonnes passes. Mais en fait, moi je trouve que ça a été plus symptomatique d'une mauvaise performance collective offensivement. Puis défensivement, il y a loin de démériter. Diallo, là, il a pas eu l'air fou. Oui, il est un peu en retard sur son marquage de Manotas, mais bon, encore une fois, c'est l'équipe au complet un peu qui a l'air fou sur cette séquence-là. C'est pas lui qu'il faut qu'il mette la pression sur Memo Rodriguez sur le premier but d'Houston. Puis dans le reste du match, défensivement, il a été plus que potable. Puis non, je pense que c'est pas un mauvais match de Diallo, c'est un mauvais match de l'équipe au complet qui fait qu'on a une mauvaise réflexion de Diallo. Julien? Ouais, assez d'accord avec Jérémy, là. C'est-à-dire, je pense pas que Diallo a joué un mauvais match. Il a probablement moins bien joué un peu qu'à San Jose au niveau de la réussite de ses passes, un peu comme nous en parlait Jérémy. Puis bon, oui, c'était une faute collective, mais il a quand même aussi raté son marquage, là, sur le but gagnant. Après, Diallo, ce qui me fait un peu peur, là, c'est justement toute cette pression qu'on lui a mis un peu cette semaine en le présentant comme probablement ou peut-être le meilleur défenseur de la MLS. Je pense que c'est un joueur qui, quand il joue son match, puis il tente ses passes, puis il gagne ses duels aériens, je pense qu'il va être hyper efficace en MLS, mais faut pas qu'il commence à se voir un peu plus grand ou meilleur qu'il l'est. Je pense que ça a été un problème peut-être quand on regarde là, après avec Laurent Simon ici, je pense qu'il s'est vu un moment donné plus grand, plus fort qu'il ne l'était réellement. Ça peut jouer contre lui. Je pense qu'il faut juste que Diallo garde son jeu relativement simple. Ça veut pas dire qu'il faut qu'il arrête de briser les lignes avec ses passes parce qu'il y en a pas beaucoup chez l'Impact qui sont capables de le faire. Donc faut qu'il tente, comme Jérémy a dit, il va rater parfois, c'est normal, ça veut pas dire qu'il connaît un mauvais match, mais juste qu'il reste là les 2 pieds sur terre, puis l'Impact va être en voiture, je pense. Nilton? Ah boy. C'est dur parce que c'est tranchant. Le mauvais match, c'est un peu dur, là, mais si tu m'avais posé la question est-ce qu'il a eu un bon match, j'aurais dit non plus. C'est encore un mauvais c'est une mauvaise description. Diallo a été présenté comme le remplaçant de Fanny, puis jamais dans 100 ans, là, je prends Fanny à chaque match avant Diallo, là, si j'avais le choix entre les deux. Les longues passes, est-ce que c'est de l'impatience? Les longues passes, t'es peut-être mieux de garder la possession du ballon que de faire ces longues passes-là vers des joueurs qui sont pas nécessairement habiles à recevoir un ballon. T'sais, un routier en pivot, c'est compliqué, il les gagne pas beaucoup, ces duels aériens avec Piatti, c'est pas ce style-là, donc ça dépend toujours c'est quoi qu'on recherche de Diallo, mais défensivement je suis pas encore convaincu. C'est pas tranchant ces interventions. C'est le sale boulot, c'est Victor qui le fait à côté de lui, là. Si Victor, là, on annonçait mardi que Victor avait manqué l'entraînement, Diallo Camacho à Orlando, j'ai peur. Luan? J'ai dit non, parce que je pense pas qu'on peut juger la performance d'un défenseur sur ses relances. Et dans son aspect défensif, pour moi, il m'a pas embêté, disons, parce que dans les jeux aériens, il a pris plusieurs ballons. Du moins, Houston n'a pas gardé le ballon quand ils allaient au contact avec lui. Il a eu une intervention importante à un moment donné sur la ligne de but en première période. Après... oui, il y a eu une moindre réussite. Souvent, il forçait un peu trop le jeu et c'était souvent plus de son pied gauche. Fait que ça paraît qu'il est moins précis de son pied gauche que de son pied droit en relance. Et il forçait un peu trop le jeu parfois, comme Nilton a dit que ça aurait été peut-être mieux de faire tourner avec Cabrera, Levitt, Sagna, de garder le ballon. Surtout qu'on l'avait pas beaucoup dans ce match-là. Alors... Et en plus, qu'on était au ralenti, si on gardait le ballon, peut-être qu'on aurait pu prendre confiance un peu plus et rentrer dans notre match. Après... Diallo a quand même resté solide défensivement. Là. Je pense pas qu'on peut vraiment dire qu'on a perdu parce que Diallo a fait un mauvais match et que toute la défense est à changer parce que c'était mauvais.
Non, j'ai hâte de voir la suite. Le prochain match contre Orlando va être très, très, très intéressant. C'est ce qui conclut les ben oui, ben non. Julien, je crois que tu avais un petit quelque chose pour nous. Ouais, je veux juste prendre quelques minutes pour vous parler de pourquoi je trouve que cette saison, la première priorité, comme dirait l'autre, de l'Impact, ça devrait politicien, là. Exact. Ça devrait être de remporter le championnat canadien. Rémi Garde, là, quand il est arrivé à Montréal, il a dit qu'il venait ici pour gagner des trophées. Puis bon, comme on voit la Ligue se développer, c'est peut-être la seule façon que Rémi Garde va être capable d'en avoir un. Par curiosité, est-ce que vous savez, là, depuis 2008, combien de fois l'Impact a gagné le championnat canadien? Quelqu'un veut s'essayer? Moi, je dis 5. 3, exactement, en 2008, 2013, 2014. Depuis 2008, donc, le Toronto FC l'a gagné 7 fois, les Whitecaps 1 fois. Oui, Toronto est vraiment plus dominant que l'Impact depuis 2-3 ans facile, mais avant, c'était pas vraiment le cas. Donc, c'est quand même curieux de voir là, que Toronto a plus de 2 fois plus de titres que l'Impact. Puis, entre autres, je pense que ce qui peut expliquer ça, c'est le sérieux qu'on met à cette compétition-là, l'importance qu'on va lui donner dans une saison. Savez-vous, une autre question trivia, c'est qui le meilleur buteur de l'Impact depuis 2008 en championnat canadien? Jack McInerney. Ah ben ouais. Non, ben solide. Jack McInerney avec 4 buts. Wow. Et là, il est rendu où, notre Jack qui voulait aller C'était une excellente question. En Europe, Jack de Mac, je sais pas. D'après moi, il est en USL à quelque part. Ça, je pense qu'il est en USL. Ben, avec 50 équipes en USL. Exact. Mais bon, ça reste le meilleur buteur de l'Impact en championnat canadien. Il reste la place. Exactement, on le prendrait. Non. Non, mais je pense que logiquement, pour l'Impact, ça devrait être Piatti. Mais en 5 ans de championnat canadien depuis que Piatti est à Montréal, en 2014-2018, il a joué seulement 8 matchs pour 2 buts. Puis 8 matchs, on s'entend qu'il a pas joué les 90 minutes chaque fois. Là. Souvent, il est rentré vers la fin ou il est sorti au milieu. Le meilleur buteur de l'histoire du championnat canadien, c'est un joueur de Toronto, Sébastien Giovinco, avec 6 buts. Ça démontre quand même que, peu importe l'adversaire, si tu veux te rendre loin en championnat canadien, t'es mieux de faire jouer tes meilleurs joueurs. Puis je pense que le Toronto FC l'a compris avec le temps, puis il a réussi, bon, on le voit avec 7 titres quand même. Je pense surtout que cette saison, la conjoncture est quand même bonne pour l'Impact. Il y a, oui, l'entrée de toutes les équipes de CPL. Enfin, c'est encore nouveau. Ça va être vraiment le fun. Ça va être vraiment le fun. Ça fait grossir le tournoi. Puis je pense que ces équipes-là, oui, je pense qu'avec le temps, ça va arriver qu'on va avoir des équipes Cendrillon, peut-être de la CPL, qui vont réussir à se rendre loin. Je pense que ça serait vraiment la plus belle histoire, là. Je préfère voir une équipe de la CPL se rendre en finale que voir l'Impact gagner. Oh. Ça, je suis loin d'être d'accord. Parce que de toute façon, rendu en Ligue des Champions, on va se plaindre qu'il y a trop de matchs, il fait chaud, non, puis on va perdre des matchs. Non, mais on est mais t'imagines vraiment là tout de suite pour l'histoire du championnat canadien, là, ça serait pour la CPL, pour cette compétition là qui s'agrandit finalement. Ça fait des années qu'on espère voir ces clubs-là, pas amateurs, mais semi-pro, être dans la même compétition que les gros ténors canadiens, puis voir finalement avoir notre histoire qui existe partout ailleurs dans les autres pays, là, que ce soit Calais en France qui s'est rendu en finale, puis il y a d'autres histoires comme ça partout ailleurs. Voir des semi-pros, tu sais, se battre là nez à nez face à des pros comme ça, c'est pas mal. Bon, ok, on pourrait peut-être gagner contre Claude Chouanière. Ok, là, tu c'est un win-win, ça. Je voyais des gros yeux, là. là. Si une équipe de CPA peut éliminer Toronto puis on les bat en finale, moi, aucun problème. Okay. Ça serait bien. Jack McInerney a quitté le Indy 11 le 1er décembre 2018 pour un club inconnu selon Transfer Market, et je suis incapable de trouver la provenance de ce club. On vous lance la question à tous les internautes. Où est Jack? Jack de Mac. Trouvez Jack. Mais c'est ça, je pense pas qu'un club de la CPL peut vraiment être une menace là, pour une équipe de la MLS cette année. En tout cas, on verra pour la suite. Les Whitecaps, là, ils veulent, je pense, vraiment créer quelque chose. Ils ont changé pratiquement tout l'effectif. Je pense que Marc Dos Santos est l'entraîneur pour faire ça. Après, je pense qu'on a vu là, dans leurs 2 premiers matchs où il y a quand même un certain beau jeu, mais ils sont pas capables de sortir avec les 3 points, ce qui fait un peu penser à l'Impact de l'an dernier. En tout cas, je pense que les Whitecaps cette année en championnat canadien pourraient être prenants pour l'Impact dans ce contexte-là. Toronto FC sont pas aussi mauvais qu'on aurait voulu qu'ils le soient. Pas tant. Mais ils ont pas la profondeur qu'ils avaient par le passé. Mais ils ont tout le temps de très bons jeunes Canadiens. C'est ça qui les aide un peu, parce que quand ils rentrent l'effectif avec des Canadiens, l'Académie de Toronto, elle a une coche, là. Non, définitivement. On le voit là dans les équipes là, ou même en CPL, en fait, là, tous les jeunes joueurs, la plupart viennent de l'Académie de Toronto ou de Vancouver, un peu moins de Montréal.
Donc je pense quand même là, que l'Impact, s'il était pour se rendre en finale, aurait vraiment un coup à jouer contre le Toronto FC. Puis finalement, je pense que sans revenir sur le sujet, là, il y a eu certaines rumeurs cette semaine, je sais pas si vous avez entendu parler, que Rémi Garde aurait eu des contacts avec Lyon. Ah oui? Non, mais d'après moi, il a pas appelé aujourd'hui, là. Il a dû laisser Genesio tranquillo. Non, mais je pense que le fait de gagner un trophée, puis bon, d'avoir une Ligue des Champions à jouer l'an prochain, ça pourrait être un gros incitatif, là, pour Garde de revenir. Je dis pas qu'il va partir si on gagne pas le championnat canadien, mais je pense que ça lui donnerait envie. Puis on sait aussi, là, qu'une qualif pour la CCL donne, je sais pas le chiffre exact, mais ça donne un certain montant d'argent à dépenser sur l'équipe, ce qui pourrait lui permettre là, peut-être d'aller chercher un joueur qui au fait le championnat canadien donne de l'argent pas du Monopoly là, pas du allocation, donne de l'argent, du vrai argent, du vrai cash à Joey pour payer ses taxes. Puis en plus le fait d'être en Ligue des champions de la CONCACAF, la MLS rajoute l'argent d'allocation pour son effectif. Donc ça pourrait permettre peut-être d'aller avoir chercher des joueurs internationaux. Ouais, puis le morceau manquant à Garde. Donc attends une minute. Rémi Garde va être content parce qu'il y a un trophée canadien qui a été gagné en 3 matchs. Ouais, définitivement. Wow. Puis d'ailleurs, ça serait en 5 matchs. Montréal, il va jouer désolé. Ouais, là, c'est rendu York, Edmonton ou Blainville. C'est une vraie compétition, là. Ensuite, probablement Vancouver. Non, il y a quand même 3 rondes à passer cette année. Fait que, puis oui, il va être content. C'est des matchs aller-retour, c'est pas... Non, c'est aller-retour. La finale, je suis pas sûr, honnêtement. C'est peut-être la finale. Non, je crois que c'est encore aller-retour. Encore aller-retour. Donc, ça fait 6 matchs si l'Impact gagne. Wow. C'est pas négligeable, Nelton, ça. Je commence à être convaincu, là. Fait que, pour ça, je pense que au-delà des séries, même, je pense que ça se fait de jouer sur les 2 tableaux. Je l'ai mentionné tantôt que la fatigue, on s'en fait beaucoup avec ça des fois. Je pense que l'objectif de l'Impact, ça devrait de remporter le championnat canadien. Comme ça, l'an prochain, on pourrait rêver un peu. Ouais, mais c'est facile à dire là, parce qu'on n'a pas la réalité du classement au moment des matchs. Parce que pour ça, je le dis là. Ouais. Parce que quand ça a été contre les matchs de Toronto, tu sais, oui, il a fait rouler son effectif, mais être à sa place, on aurait tout fait ça, là. On aurait vraiment, parce que il était engagé en priorité pour faire les playoffs, puis mettre son équipe A quand 3 jours plus tard t'as un match qui t'as absolument besoin de ces 3 points-là, c'est pas si évident que ça, parce que tu le sais qu'en face, ils vont le faire aussi, cette action-là. Eux aussi, ils vont retirer des éléments, tu sais, puis là, t'essaies de jouer aux échecs avec, c'est pas si évident. C'est là que la profondeur est importante. Exactement, mais je pense qu'il y a quand même moyen là, de sans faire un alignement A puis un alignement C, il y a moyen de peut-être là, sur une semaine retirer quelques joueurs. Tu sais, je pense que le premier match contre pour le championnat canadien de l'Impact qui est comme le 10 juillet, il joue le 6 contre Minnesota puis il joue le 13 contre Jesse Bucky. Fait que c'est sûr qu'il va avoir ces questionnements-là. C'est sûr qu'il va avoir ces questionnements-là. La première ronde, ça va être contre une équipe de la CPL ou l'AS Blainville. Donc probablement que ça devrait être jouable. Mais bon, après moi je pense qu'il y a moyen là pour l'Impact. Puis dépendamment on est où au classement aussi, il y aura peut-être la possibilité de moins focuser sur un match de saison pour prioriser le championnat canadien. Moi, c'est ce que j'aimerais en fait que l'Impact priorise le championnat canadien cette année. Je pense que c'est un trophée important. Puis c'est ça nous permet quand même en tant que fan de rêver puis après de se prendre 4 buts en 10 minutes dans le fin fond du Mexique. c'est la victoire de choisi. Effectivement. Julien, je veux dire, comme je disais à Fred lorsqu'il nous fait des belles chroniques sur la Juventus ou Piatek, t'es un très bon vendeur. Merci beaucoup de nous avoir vendu le championnat canadien pour l'Impact. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Ligue des Champions. Donc, si vous avez une rapide analyse à faire sur les 2 derniers matchs pauvre Luan. Sur les 2 derniers matchs, les 2 dernières journées de match qui ont été jouées, donc les 4 matchs. On va passer rapidement sur la journée d'hier. Man City qui a giflé. Ah, moi, je pensais que tu parlais de la CONCACAF. Non. Nilton mettait son manteau. On n'a pas eu un année. On a passé proche contre Santos Laguna. Non, je veux qu'on parle de Ronaldo. Oui, entre autres. Parce que là, bon, City 7-0 contre Schalke, c'est cool, là, 10-2. Ronaldo, qui met un triplé contre l'Atlético Madrid. C'est beau, là. Wow. Nilton. Wow. Ouais. Quel match, quelle performance, là. Ce joueur-là, à chaque fois, je me prépare psychologiquement à qu'il soit moins bon cette saison. Puis à tout coup, il réussit. C'est un athlète. T'sais, moi, j'aime pas le débat Messi-Ronaldo parce que on a le droit d'aimer les deux bâtards. On n'est pas obligé de les mettre face à. Ils sont totalement différents. Un est magicien, l'autre est un surhomme, mais ils finissent par être aussi bons à la fin. Mais
la pression que Ronaldo avait lors de ce match-là, de réussir, la Juve est pas allée chercher Ronaldo pour gagner la Serie A, il la gagne déjà sans lui. Pendant ce temps-là, il y a le Real Madrid qui se plante, Zidane qui revient, tout le focus c'est sur le Real Madrid et lui, il prend les choses en main, puis il en met 3, c'est fou, sa célébration. Non, mais c'était de bonne guerre là. C'était cœur. On vit des années assez folles là. On est chanceux de voir ça de notre vivant, ces deux monstres du foot. Je veux qu'on parle rapidement des autres matchs parce qu'on a Loan avec nous justement, fan de Lyon. Malheureusement Loan, je veux qu'on parle quand même de ce match-là. Ben sinon on peut le faire la semaine prochaine, mais tu seras pas là donc. Ouais. Ben c'était prévisible le match retour. Là. Je pense que le mieux que Lyon aurait pu faire, c'est peut-être gagner 1-0 à la maison, peut-être aller chercher un but qui aurait peut-être pu aider pour le match retour, surtout quand ils sont revenus à 2-1 en début de deuxième période, mais au moment où Messi marque le 3-1, il n'y avait plus rien à se cacher. De toute façon, même au deuxième match, je pensais quand même que Lyon allait mieux jouer et s'inspirer plus des performances de Porto et de l'Ajax, mais ils ont quand même fait un match très moyen et au moins, ils n'ont pas défendu contre l'Atlético face à la Juve. C'est ce que j'avais peur. C'était triste. Justement, une victoire de 5-1 de Barcelone au Camp Nou suite à un match nul de 0-0 match aller. Et Rémi Garde aurait fait mieux. Oui, clairement. Nathan, ça allait bien. Je suis d'accord. Et puis le dernier match rapidement, c'était un autre 0-0 au match aller. Liverpool qui s'en va visiter le Bayern de Munich et Liverpool qui s'en va chercher un gros match. Julien, toi qui es fan de l'équipe anglaise là. Ouais, c'était super bavard. Honnêtement, j'étais préparé mentalement à ce que Liverpool échappe ce match-là, qu'ils se concentrent plus pour essayer de gagner la Premier League. Mais honnêtement, là, comme la façon dont ils ont joué, Sadio Mané, son premier but, comment il déculotte Neuer, c'était honnêtement très beau à voir. Le Bayern s'est relevé après un petit peu, ont mis la pression, mais finalement le monstre Van Dijk qui vient mettre le but un peu décisif là, par tête à la 70e minute. Je pense que c'est mérité pour Liverpool. Quand même 4 équipes anglaises qui sont encore en finale. Oui, c'est cool. Il y aurait peut-être de l'argent à mettre sur le fait qu'une équipe anglaise va gagner cette année, mais j'ai hâte de voir les prochains tirages. Mais je pense que Liverpool a une bonne chance là, de faire un bon bout de match pour le Bayern, mais je pense ils ont un cycle à recommencer un peu. Le Hummels, Ribéry, c'était difficile dans ce match-là, vraiment. Il va falloir qu'on renouvelle un peu. Les équipes qualifiées là pour les quarts de finale, on parle de Tottenham, de l'Ajax, de Porto, de Manchester United, de la Juventus, de Manchester City, de Barcelone et de Liverpool. Ça va être les tirages habituellement ont lieu assez tôt là. D'après on va être en mesure de débriefer ça la semaine prochaine, les tirages pour les prochaines affrontements en Ligue des Champions. Nelton, merci beaucoup d'être venu faire un petit tour avec nous. Ben, c'était un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Okay. T'es invité. On t'écoute Couscous Piri-Piri? Oui, ouais. Quand Sofiane est disponible entre les couches, l'allaitement, ben pas lui là. Est-ce qu'il s'appelle Saphir, son fils? C'est heureusement pour nous tous, ce fut une fille. Saphira. Merci Nelton. Merci Loan, merci Jérémy, à qui je laisse la plug. Jay, vas-y donc. Donc vous pouvez nous retrouver sur les 90 bientôt, faut qu'on trouve un nouvel épisode, mais mon ordinateur a cru bon faire un tour sur le plancher, donc faut que je m'en magasine un autre pour pouvoir record, mais on va débriefer ça, notamment le match Lyon-Barça. On a beaucoup de choses à dire sur ce match. C'est quoi qui s'est passé? Il reposait tranquillement sur ma chaise que j'ai cru bon envoyer valser pendant mon sommeil, donc OK, le sommeil ajusté, ça c'était le lendemain. On veut pas savoir ça c'était samedi soir après la défaite de l'Impact. Exactement. J'avais des nerfs à passer. Oui, effectivement. Malheureusement. On vous écoute avec grand intérêt. Là. Bon retour sur la Ligue 1, vraiment très intéressant, les gars. Julien, quand est-ce qu'on peut enfin t'écouter? On peut me lire, en tout cas, le dimanche sur danslescoulisses.com. Le lundi aussi, nouvellement, là, je suis sur les ondes de Radio Média Plus avec Jean Corriveau sur l'heure du midi, soir vers 12h30. Puis c'est dans les boîtes là, pour recommencer le podcast Le Match en main. J'ai déjà 2-3 idées pour le podcast que je vais faire mensuellement cette année. Okay. Puis sinon, juste continuer d'écouter le mercredi soir là, puis encourager le Cannes Football Club. On se rappelle qu'il y a un Patreon. Oui. Vous pouvez aussi acheter des cafés à Nelton et Sofiane, ça vous fait plaisir. Surtout de Sofiane, il y en a besoin. Surtout à Sofiane, il y en a besoin. Des cafés ou des couches, là, c'est ce que vous voulez. Puis merci beaucoup à toi, Étienne. T'as encore un excellent travail. Merci, c'est très gentil. Un vrai maestro. T'es fort. Sérieusement, mon Dieu.
C'est pas pour avoir vu d'autres à ta place, là, dont moi. Ben, merci beaucoup. Je prends vos compliments avec grand plaisir. Je vais en profiter pour faire ma plug à moi aussi. Les Trois Lions, un show une fois par semaine où est-ce qu'on va parler de Ligue anglaise, où j'ai énormément de plaisir avec Justine Lompré et Bruno Larose, que je salue. Bruno, qui avait collé une défaite de Liverpool, son équipe de cœur, et qui est content, je crois, qui doit nous écouter présentement en direct. Donc, je salue Bruno, qui est très content. Donc, les Trois Lions, on a des débats, des quiz souvent très déjantés. On a beaucoup de plaisir aux Trois Lions. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup les amis, les gars. On se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.